Bien. Donc, je vous propose de reprendre. Donc, c'est Lionel qui va se charger de vous présenter le profil développeur d'outils de la décision et donc l'ensemble des développements qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Lionel, tu peux y aller. Les profils qu'on a identifiés comme étant des potentiels futurs utilisateurs des sorties du projet, il y a un profil un petit peu particulier, c'est le profil du développeur. On est développeur d'un outil d'aide à la décision. Comment on va intégrer le petit composant web carto qu'on a vu, enfin web avec l'arbre, avec la clé détermination, comment on va l'intégrer dans notre outil. Et c'était un des objectifs du projet que de répondre à cette question. Donc en fait, l'outil est disponible, en tout cas son code source, l'application, elle a un code source qui est disponible sur une forge publique qui s'appelle GitHub. Et nous, on a un compte en tant que... voilà, on a un compte sur cette forge-là, et pour l'instant, il est hébergé là, sur cette URL-là. Donc je ne sais pas si les présentations sont diffusées, mais le lien, il est dedans. Dans tous les cas, avec quelques mots-clés, vous allez le retrouver. Et donc cette application-là, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la modifier, vous pouvez la corriger, vous pouvez l'installer sur vos propres serveurs. Il n'y a pas de... Nous, on est là pour apporter une offre, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé de vous adresser à nous. Si vous avez les compétences en interne qui sauront manipuler tout ce qu'il faut savoir manipuler pour déployer cette application-là, qui permet la saisie et la diffusion des clés, vous pouvez très bien le faire vous-même. Cette application-là, elle est composée principalement d'une application de saisie des clés, ce que vous a présenté Joël ce matin, et d'une ce qu'on appelle une web app dans le jargon d'informaticien, c'est-à-dire c'est un petit composant web qu'on va pouvoir intégrer dans une autre application. Le meilleur exemple connu, c'est la Google Maps. Quand vous faites un site internet, vous écrivez 2 lignes de code et vous avez la carte Google qui s'affiche dans votre site internet. Ce qu'on a voulu faire, c'est le même principe, avec l'outil qui permet de répondre aux questions et d'aboutir à un type de sol en exploitant une clé détermination. On a aussi développé, dans le cadre du projet, des modèles d'applications hautes. C'est-à-dire, on vous explique comment intégrer cette web app dans une application. Et donc, on en a développé essentiellement 3. Un assistant basique, ça faisait partie un peu des questions qu'on a entendues ce matin. Je choisis une unité cartographique et ça me liste les unités type terre possibles dans cette unité cartographique en dessous. C'est un filtre tout bête. Mais ce qui est intéressant, là, c'est de regarder le code. Alors, je ne vais pas vous montrer de code cet après-midi, ce n'est pas l'objectif, rassurez-vous. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, en utilisant la plateforme, eh bien, on peut assez facilement apprendre à dialoguer avec différentes des points d'accès à cette plateforme pour les informaticiens. On a aussi un assistant, cette fois un petit peu plus complet, qui permet d'afficher les unités cartographiques. Et quand on clique sur une unité cartographique, eh bien, ça permet de lancer l'assistant sur cette unité cartographique. Enfin, on a un assistant cartographique tout bête, pardon, je n'ai pas montré d'exemple. En gros, c'est le même principe, sauf que cette fois, on ne passe pas par le choix d'une unité cartographique pour lancer l'assistant, on passe par des coordonnées XY. Donc ça répond aussi à une question qu'on avait posée ce matin, alors qu'on peut à la fois appeler une clé de détermination, soit en passant par l'unité cartographique, soit en passant par des coordonnées géographiques, tout simplement. Il y a aussi sur la plateforme ce qu'on appelle une API. Donc une API, c'est une interface de programmation applicative. C'est en gros un robot qui va permettre à des outils informatiques de dialoguer entre eux par Internet pour aller récupérer de la donnée, exécuter des méthodes, etc. etc. En fait, derrière le composant web que vous avez déjà entreaperçu tout à l'heure, il y a ce genre d'outillage. Et donc, cette API, elle va vous permettre, par exemple, si vous êtes développeur, de lister les unités cartographiques. Elle va vous permettre de lister les unités type terre.
Et puis, il y a des fonctions du type rechercher une unité cartographique par longitude, latitude, etc., etc. Donc ça, pour un développeur, c'est, j'ai envie de dire, sa matière première. J'en ai fini avec une première description de l'application et de ce qu'on va pouvoir trouver en tant que développeur du point de vue des outils. L'entrée du développeur, c'est la forge, hein, c'est là qu'il va trouver le code. Il y a avec la forge un outil de ticketing pour déclarer des bugs, pour proposer des évolutions. Il peut récupérer le code, le modifier, le reproposer, etc., etc. Il y a quand même un élément important dans tout ça, c'est les licences. Et les licences, il y en a à plein d'endroits différents. Il y en a sur les applications, il y en a sur les données. Ne permet pas d'interdire l'accès. En fait, ce qui est plus coûteux en informatique, c'est d'interdire des accès, parce que qui dit interdiction des accès, dit authentification, gestion d'une base d'utilisateurs, et donc bah, ça, finalement, on fait, c'est pas inintéressant, mais c'est pas notre sujet, c'était pas notre objectif, nous, que de saisir des utilisateurs, ça alourdit les coûts de fonctionnement, bon voilà, c'est quand même pas essentiel. Donc il y a une grande partie des données qui sont considérées comme des données ouvertes pour que l'application puisse fonctionner. C'est un prérequis. Et puis on verra qu'il y a des données sur lesquelles on a permis une préservation de licences différentes. Bon. Laure, sur cette diapo, je te laisse. Oui, alors c'était juste pour faire un petit peu la publicité d'un webinaire qui a été organisé dans le cadre du projet et qui a été donc animé par Christine, qui a permis de faire un petit peu un rappel de toutes les lois et codes qui étaient associés aux données sol. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller visionner le webinaire de Christine pour en apprendre un peu plus sur l'ensemble des règlements associés à ces données. Je reste là. Juste pour vous faire un petit point d'étape sur quelles sont les conditions actuellement. Donc, je l'ai évoqué rapidement ce matin en réponse à Sophie sur la disponibilité actuelle des fichiers décrivant les unités type terre. Pour l'instant, il n'y a que le type terre Centre-Ouest et Alsace qui est disponible en téléchargement sur le site internet du RMT. Vous avez l'adresse ici. Donc, il y avait le cas de la Bretagne où ce n'était pas les fichiers UTT qui étaient disponibles, mais donc des fiches synthétiques décrivant les unités type terre qui étaient donc en téléchargement sur Sol de Bretagne, qui actuellement est hors service. Donc, voilà, les fiches sont consultables via moyen interposé, mais bon, enfin voilà, elles seront, dès que le site sera à nouveau en fonctionnement, les fiches seront à nouveau accessibles. Et puis, l'enjeu, c'est pour tous les territoires en vert qui, pour l'instant, disposent d'un type terre, mais n'ont pas nécessairement de mise à disposition accessible à l'ensemble des utilisateurs potentiels, de pouvoir mettre les fichiers des unités type terre en accès également. Donc, c'est aussi un des enjeux de ce qui a été développé dans le cadre du projet. Je préciser juste, en tout cas pour tout ce qui est grand test, la procédure pour le moment elle est semi-automatique, c'est-à-dire que si vous voulez avoir accès aux autres types terres que ceux d'Alsace, vous nous envoyez un mail, on vous envoie une licence, enfin, la licence à signer, puis ensuite le tableau de données que vous êtes adressé. Et il me semble que pour tout ce qui est Hauts-de-France aussi, en tout cas, ils sont prêts aussi. Là, pour le moment, c'était juste le temps qu'il nous a manqué encore de mettre tous ces éléments-là en téléchargement à partir du site web du RMT. Mais sur le principe, les données, elles sont aussi accessibles pour Hauts-de-France. Donc voilà, c'est en cours. Le site internet du RMT Sol et Territoire, sur la page type terre, vous avez un espace de téléchargement. Donc à terme, on espère
pouvoir mettre à disposition l'ensemble des territoires sur lesquels on a une typologie type terre existante. Donc, le développeur revient. Et le développeur, il va aller regarder les licences des outils déjà qui lui sont proposés pour savoir concrètement ce qu'il peut en faire. Est-ce qu'il peut le modifier? Et donc, est-ce qu'il peut le corriger? Est-ce qu'il peut se l'approprier? Est-ce qu'il peut le revendre? Tout ça, c'est des choses qu'il va aller regarder parce que potentiellement, ça peut l'intéresser. Et donc, on a choisi. Alors, en fait, on n'a pas vraiment choisi. Vous avez vu dans la frise ce matin un historique des applications qui ont été développées qui portent sur des sujets similaires. Il y a eu une première application qui s'appelait TypeSol. Il y en a eu une seconde qui était l'API des sols de Bretagne. Il y en a eu une troisième qui était l'application Tournesol en Grand Est et Centre-Val de Loire. Et puis est arrivé ID Type Terre, et il y a une partie du code de ces applications, notamment les deux dernières, qui a été reprise dans ID Type Terre. Et ces applications, que ce soit l'API Sol de Bretagne ou que ce soit Tournesol, elles avaient une licence de type Cécile version 2.1, en fait, cette licence, donc, elle concerne l'application de saisie, le composant web, et puis les modèles d'application haute. C'est une transcription en droit français de la licence GPL, qui est une licence open source globale. Elle permet la modification du code source, mais elle impose d'imposer la même licence aux modifications. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre cette application-là et dire maintenant je fais 2-3 bouts de code en plus, elle m'appartient et je la vends. Alors vous pouvez la vendre, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle vous appartient. Voilà, c'est une petite nuance et des choses comme ça. L'idée, c'est de favoriser en fait un modèle économique de développement logiciel qui est le modèle open source, et d'éviter justement que finalement il y ait une sorte d'appropriation et de non-partage du travail des autres. C'est un peu ça. Au niveau des données, on a distingué les unités cartographiques et les unités type terre. Les unités cartographiques, en tant que telles, elles ne sont pas diffusées avec l'application, les applications qui sont développées dans le cadre du projet. Alors, sauf les applications hautes modèles, là on commence à voir des contours d'unités cartographiques, des choses comme ça. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que finalement, la question de la licence sur ces données-là, c'est une question qui relève pas du projet ID Type Terre. Voilà, c'est un sujet, on peut aller voir InfoSol quand on a travaillé à partir des unités cartographiques de sol pour faire des petites régions naturelles. On peut se tourner vers des gens qui ont produit d'autres contours, etc., pour connaître un petit peu les droits sur ces données-là. Dans tous les cas, ce n'est pas des données qui sont diffusées nativement via l'application. On en a besoin pour qu'elles fonctionnent, mais elles ne sont pas diffusées. Donc, c'est une petite nuance qui est quand même importante à connaître. Les unités type terre, par contre, c'est différent. Elles sont diffusées. On a vu qu'elles sont diffusées, qu'elles servent à générer des fiches automatiquement. Et donc, c'est des informations qui sont utilisées dans les clés de détermination, au même titre que les questions, etc., etc., les médias. Et donc, en fait, on n'a pas mis en place de mécanisme de protection sur les UTT. Ça veut dire que si vous voulez utiliser l'application en l'état, ça implique que vos données sur les UTT, elles sont en open data. On n'a pas souhaité faire porter le surcoût d'un tel développement au projet, parce qu'il n'y a pas les moyens, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Ça veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais par contre, il faudrait redévelopper des couches d'authentification par-dessus les applications, etc. Et là, je vous avoue, c'est un autre chantier, ça demande probablement plus de réflexion. Et donc, on ne l'a pas fait dans le cadre du projet. Donc aujourd'hui, si vous choisissez d'instancier l'application qu'on a commencé à vous dévoiler, eh bien, sachez que vos UTT, elles ne seront pas protégées. Et donc, ça implique que vous les diffusiez en open data, parce que finalement, l'appli ne saura pas les protéger. C'est une petite remarque quand même. Les fiches simplifiées, c'est un peu la même remarque. C'est-à-dire qu'on a des fiches qui sont fabriquées par l'application à partir des tableaux de données, et elles ne sont pas protégées. Voilà, c'est un parti pris. C'est aussi un parti pris qui s'explique pas que pour des raisons économiques, mais aussi par la volonté de faire émerger les types terres comme étant des référentiels que tout le monde pourrait s'approprier facilement. Les fiches plus détaillées, par contre, c'est différent. Là, on a bien senti que dans les fiches détaillées,
il y avait de l'expertise des organismes de conseil et qu'on ne pouvait pas jusqu'à aller imposer de mettre ces fiches en accès complètement libre. Donc on a dit, bah, ok, pas de problème. Par contre, ce n'est pas le problème de la plateforme que de gérer l'accès à ces fiches. Ces fiches-là, on en a déjà parlé ce matin. Si vous voulez en protéger l'accès, vous montez votre propre serveur de fichiers sur Internet. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Vous mettez des logins, des mots de passe dessus. Et puis, par contre, ce que vous aurez dans vos clés de détermination, c'est des liens vers ces fiches. Et quand l'utilisateur cliquera dessus, il devra s'authentifier à ce moment-là. Si vous êtes producteur de ces fiches, ce sera à vous de choisir la licence. Les rétrodata. Alors, les rétrodata, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit peu les traces que vous laissez quand vous utilisez une application en ligne. Quand vous allez sur Google et qu'il vous demande de dire si vous êtes un être humain en cochant des photos pour dire où il y a des vélos, là, en fait, vous êtes en train de donner des informations à Google, comme quoi sur ces images-là, il y a des vélos. D'accord? Quand vous allez utiliser l'application Identitaire et que vous allez sur le terrain et que vous dites « Ah, bah, sur cette parcelle-là, le sol que j'observe se rattache à telle unité type terre de mon référentiel », c'est une information. Et puis, c'est une information qui peut être intéressante. Savoir, finalement, avoir une meilleure connaissance de la répartition spatiale des unités type terre sur votre département, en soi, c'est quand même pas mal. Donc, en fait, c'est ça. C'est une donnée qui associe une unité type terre à des coordonnées géographiques. Et c'est à peu près la seule information un petit peu sensible. Et d'ailleurs, c'est une option dans l'instance de l'application qui est activable ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de collecter cette information sur votre instance ou pas. Et ce que ça implique aussi, c'est que vous avez un consentement à demander à l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose de très important, vous n'y couperez pas. C'est la RGPD qui l'impose. Et quand vous demandez le consentement à l'utilisateur, non seulement vous devez lui demander êtes-vous d'accord pour, mais le pour doit contenir tout ce à quoi vous serez potentiellement, ce sur quoi vous serez potentiellement amené à réutiliser les données, quoi. Si vous voulez réutiliser les données dans un contexte que vous n'aviez pas prévu au départ, vous êtes censé redemander son consentement à l'utilisateur. Donc c'est assez complexe. Bah, c'est pareil, hein, on avait des financements, hein, d'accord, mais on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour couvrir tous ces aspects-là, qui sont quand même très complexes. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de porter la question de ce consentement-là à l'application hôte qui va lancer la web app. D'accord ? C'est pareil, c'est un élément important pour le développeur, parce que ça veut dire qu'il aura à le gérer. Mais si on prend des applications comme... alors moi, il y en a une que je connais bien, parce que je travaille des années dessus, comme Mes Parcelles, il y a toute une page dédiée à la gestion de ces consentements pour valider les conditions d'utilisation de la plateforme par l'utilisateur. Typiquement, c'est à cet endroit-là qu'il faudra rajouter ces choses-là. J'avais pas le souvenir que c'était dans ma besace. Tu ne veux pas m'aider, Joël? Ouais, digestion. Donc, on l'a déjà largement évoqué ce matin, l'application développée permet de générer des fiches simplifiées de façon automatique à partir d'un tableau de données. Ce tableau a été longuement mûri, réfléchi pour sélectionner quels étaient les paramètres qu'on souhaitait recueillir et qui donc vont figurer sur la fiche simplifiée, et aussi définir tout le format et la description de la donnée. Et donc, c'est ce que j'ai appelé un canevas que le producteur de données aura à renseigner pour permettre ensuite au développeur, enfin à celui qui a mis en place l'application, par quelques clics, de générer les fiches. Et donc, dans ce canevas, en fait, c'est un fichier Excel pour le moment avec plusieurs onglets. Et donc, dans un onglet, il y a en particulier la description de l'unité typologique type terre en général, avec donc un certain nombre de champs qui ont été sélectionnés. Et un autre onglet où il y a les paramètres qui vont décrire. Ouais, merci. Et donc, un autre onglet avec les. Ouais, voilà. Où seront renseignés tous les paramètres qui vont décrire chacune des couches. C'était dans la partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, les fiches simplifiées, la partie de droite où il y avait le tableau par couche, on renseigne un certain nombre de paramètres. Dans le canevas,
sont précisées aussi les informations qui sont obligatoires pour renseigner, avoir une fiche simplifiée qui ait du sens. Et après, il y a aussi un certain nombre d'informations qui sont optionnelles. Alors, elles sont en rouge, je crois, pour le moment, dans le tableau. Donc, si le maître d'ouvrage en dispose, ben, il les renseigne. Et s'il ne les a pas, c'est pas grave. C'est géré après, au niveau de la mise en page de la fiche, c'est pas gênant. Et il y avait un champ qui était intéressant aussi, qui laisse, même dans ce modèle de fiche simplifié, partagé par tous, un petit champ de latitude pour le maître d'ouvrage pour renseigner un paramètre qu'il aurait envie de faire figurer sur ses fiches simplifiées. C'est ce champ qui s'appelle plus loin, je crois, et c'est du texte libre. Voilà. Alors, vous vous souvenez aussi que, alors là c'est le modèle de fiche simplifié tel qu'on l'a testé en grand test. L'organisation est la même que celle que Jean-Pascal vous a présentée ce matin. Une des grosses différences, c'est les cartes chez nous, elles sont beaucoup plus simples. Mais bon, c'est une image, de toute façon, on peut coller ce qu'on veut à cet emplacement-là. Ce qui est important, par contre, pour le maître d'ouvrage, c'est bien de respecter les consignes pour générer ces images qui vont être intégrées dans les fiches. Donc, c'est tout d'abord le format. C'est de préférence un format JPEG. Il y a peut-être d'autres images qui sont acceptées, mais bon, voilà. Et puis, la taille de l'image aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, parce que sinon, ça complexifie la génération et la publication de la fiche. Et puis ensuite, il y a aussi des consignes de nommage du fichier qu'on va envoyer au développeur pour que l'application fasse bien le lien entre la bonne image et la fiche dans laquelle elle doit se retrouver. Bon, enfin, c'est rien de bien méchant, il suffit de respecter les consignes. Et là, c'est pareil, il y a une petite notice qui est fournie au producteur de données, enfin de type TER, pour pouvoir bien préparer toutes ces données. Et donc, une fois que ces éléments, à la fois le tableau plus les images sont fournis, les fiches sont automatiquement générées dans un format HTML. Et donc, c'est ces fiches-là qui sont accessibles librement, par défaut, comme Lionel l'a précisé tout à l'heure. Et donc, ce que je disais déjà ce matin, l'intérêt de tout ce processus-là, c'est aussi qu'avec cet outil-là, on peut assez facilement générer des mises à jour, puisqu'il suffit de mettre à jour le tableau Excel tout à l'heure, ou éventuellement les images, de les refournir au développeur qui, très rapidement, peut générer les nouvelles fiches. Oui, et donc, ça c'est toi qui fais ça. On a déjà parlé des fiches détaillées, donc l'application elle va permettre de renvoyer à ces fiches détaillées. Bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en répondant à une question. Ces fiches elles doivent être déposées sur un entrepôt externe à l'application et on doit être en mesure d'y accéder via une URL. Et c'est cette URL qui sera saisie dans l'application ID type TER. Et donc à ce moment-là, oui, leur accès il peut être conditionné par une authentification, celle de l'entrepôt externe. Pendant le projet, il y a un besoin qu'on n'avait pas identifié au départ qui a émergé. Et on l'a traité. Et ce besoin, c'était plutôt que d'avoir N instances ID type TER partout à proposer à, pourquoi pas, un développeur d'application agricole, quel qu'il soit, c'était de lui proposer un point d'accès unique. Donc c'est complexe parce qu'on voit bien l'hétérogénéité temporelle de la mise en œuvre des démarches ID type TER sur la France entière. Tout le monde n'a pas commencé. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont terminé. Et donc, finalement, ce n'est pas un sujet qu'on pouvait traiter de manière radicale, comme ça, directement. Donc, on l'a quand même traité. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est avoir un point d'accès unique pour s'interfacer avec les OAD d'envergure nationale. Donc, eux, ils ne vont pas aller d'un côté interroger ID type TER Grand Est, de l'autre ID type TER Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. Ils auront un seul point d'accès. Et ils pourront, comme ça, finalement, se simplifier la tâche dans la gestion de l'interaction avec l'outil. Et donc ça a donné lieu à un développement particulier qu'on a fait à base d'un outil qui s'appelle ETL, qui permet de, finalement, on réinterroge les bases de données de toutes les instances de l'application pour agréger
pour agréger les clés de détermination, pour agréger les unités cartographiques, et donc ensuite proposer un accès aux clés de détermination via un seul point qui regroupe l'ensemble des types terres qui seraient disponibles. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, on va dire, en plus, mais qui a quand même son intérêt si on veut ensuite aller s'adresser à des outils d'aide à la décision qui, eux, n'ont pas vocation à raisonner qu'à l'échelle régionale. Je reviens juste pour faire un petit point d'attention. Donc, notamment pour faire suite à ce que vient de présenter Lionel, hein, dans le cadre de l'intégration de la web app un outil d'aide à la décision. Donc, on s'est rendu compte, puisqu'on a essayé de tester l'intégration des types terres dans trois outils différents que j'ai mentionnés ce matin et qui vont seront présentés juste après, que pour s'assurer que ça fonctionne, la première étape, c'était en fait établir des correspondances entre les typologies initiales de l'outil et puis le type terre. Et donc, il y a un certain nombre de recommandations qu'on a pu tirer de ces travaux. Donc, ce travail de correspondance, déjà, il est un peu indispensable, puisque ça va permettre d'assurer que les données qui sont nécessaires à l'outil sont bien dans les types terres et qu'on a ou en tout cas que les données dans les types terres sont bien cohérentes. Et puis, ça implique, si on veut faire le passage d'une typologie originale à l'outil au type terre, un travail de communication qui peut être relativement important à faire à destination des utilisateurs historiques de l'outil. Parce qu'ils vont se retrouver avec une liste de sols qu'ils connaissent bien, avec une liste complètement différente de type terre. Et donc là, même s'il y a la web app qui est censée les accompagner hein, dans le choix de l'unité type terre, va falloir quand même communiquer pour s'assurer que les utilisateurs ne se retrouvent pas complètement perdus. Et puis, donc un autre point d'attention, c'était, on l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, les types terres, pour l'instant, ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire national. Et donc, effectivement, le endpoint que vient de présenter Lionel, ça va nous permettre, une fois qu'on aura tout, de pouvoir agréger. Mais pour l'instant, pour les outils qui sont avec une utilisation nationale, il y a quand même une limite au fait que les types terres ne soient pas disponibles partout. Ouais. Pas d'outils spécifiques régionaux, tous nationaux, les oiseaux. Il y a bien une spécificité de labellisation par région, donc il faudra regarder la liste. Là, j'ai pas en tête. Je sais pas. Tous ont répondu nationalement? Non, hein, il y a bien des spécificités, donc voilà. Je sais pas si ça te répond. Parce que des fois, tu n'as pas toutes les connaissances, et donc voilà. Ok, merci Fiona. Alors, je voulais juste vous présenter rapidement une petite conclusion des travaux justement sur ces correspondances qui avaient été faites dans le cadre de l'utilisation des trois outils et modèles qui concernaient le projet. Pour vraiment se poser la question de ces correspondances et donc les règles de décision qui avaient été appliquées. Donc, pour les trois modèles qui sont pour autant un petit peu différents, il y a quand même a priori des variables qui ont été priorisées pour le choix de ces correspondances. Ça concernait notamment la texture de la couche de surface, le pH, la teneur en carbonate de calcium, l'hydromorphie. Et puis après, selon l'outil, il y avait des paramètres qui étaient plus ou moins pertinents, comme le libellé du sol, la nature du substrat ou la classification pédologique, qui ont permis de faire les correspondances entre les différentes typologies. Alors, un point sur lequel on voulait quand même insister, c'est que cette correspondance, elle n'est pas
nécessairement très évidente, elle est surtout chronophage, et puis elle nécessite de l'expertise et des arbitrages, puisque dans le cas de nos 3 outils et modèles, on s'est retrouvé à plusieurs exemples où on avait une utilité pour plusieurs sols dans la typologie de l'outil, et à l'inverse, un sol dans la typologie pouvait correspondre à plusieurs unités type terre. Donc ce travail-là, il est conséquent et ça nécessite cette vérification, validation, à la fois donc, sur les données d'entrée des modèles et puis après en sortie sur les modèles. Mais bon, ça, on reviendra tout de suite après puisque vous aurez une présentation des tests qui ont été réalisés. Donc je vais juste vous faire un peu similairement à la première partie, un tour des livrables qui ont été, qui sont à destination des développeurs d'outils d'aide à la décision. Donc tout d'abord avec la Forge, donc, qui contient tout le code en open source pour l'instanciation et puis une documentation associée aussi aux différentes applications. Pour l'application hôte, donc Lionel vous en a parlé des exemples d'applications hôte type. Là encore une documentation. Donc ça vous a été présenté. Donc on a essayé autant que faire se peut de régler les questions de licence et conditions d'utilisation à la fois des données et des outils développés dans le cadre du projet. Et puis donc pour les fiches décrivant les unités type terre, donc ces fiches simplifiées qui permettent de valider l'unité type terre qui sont générées de manière automatique, et puis donc des fiches détaillées qui peuvent être fournies par le maître d'ouvrage. Et puis donc le point d'accès unique qui sera disponible pour l'ensemble des types terre au fur et à mesure de leur production. Et puis, donc, cette question de la correspondance entre typologies, si l'outil dispose déjà d'une typologie de sol, sur lequel on a fait un certain nombre de recommandations, mais qui sera amené potentiellement à être augmenté au fur et à mesure des expériences. Alors, je pense qu'on en a fini avec cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Ouais. Moi, j'avais une question sur sur la diffusion, c'est-à-dire le plan de communication pour faire connaître ça à tous les développeurs d'OAD. Nous, on communique sur ce qu'on fait. Alors, on ne fait pas que ça, mais on communique sur ce qu'on fait. Et dans notre communication, il y aura des éléments là-dessus. Voilà. Je sais pas si c'est notre partie sur la communication. Par contre, voilà, après, ça peut s'étoffer avec d'autres choses. Je sais pas. Oui, alors après, tu veux dire, allez, je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut avoir accès à l'ensemble des utilisateurs d'outils et modèles solde de paiement. Commissaire, on n'a pas fait. Non. On est allé présenter à l'AG du GMS. Voilà. Merci Fiona. Ça fait 2 semaines, j'ai oublié. Donc voilà, et puis après, l'ensemble des productions d'idées type terre sera sur RD Agri. Enfin bon, voilà, il y a forcément encore de la communication à faire pour. De quoi? Très bien. Qui s'en charge. Non, mais effectivement, il va falloir continuer sur la communication, sur la disponibilité de cet outil-là, mais voilà, il y a aussi des... Peut-être qu'il faut plutôt insister aussi sur la première partie, donc trouver des volontaires pour finaliser les travaux qui sont démarrés et puis continuer sur ce qui manque. Peut-être qu'avant de la communication générale, parce que s'il n'y a pas tout, c'est un peu dommage.
Donc, on a eu un échange ce matin avec la Bourgogne assez constructif, je crois. Voilà. Donc là, la Bourgogne, ils ont TIPSOL depuis 2010. Voilà. Oui, du coup, Théo Lalou, pédologue à la Chambre d'agriculture de Lyon et responsable des outils WebSol TIPSOL pour la Bourgogne. Donc pour donner un peu l'historique, nous, dès le départ, les études ont commencé parce qu'on avait déjà une bonne partie de la région, en fait, Bourgogne, cartographiée par des pédologues historiques, dont Denis Bèze, par exemple. Et donc on a WebSol TIPSOL en fonctionnement depuis 2008 à 2012, on va dire, à peu près. Voilà. Et donc on envisage justement aujourd'hui de porter WebSol TIPSOL sur IDTypeTer. On cherche une solution, en fait, pour migrer nos applications actuelles. Merci. J'ai deux questions. La première, les modèles d'applications hautes qui ont été développés, donc avec les exemples d'interrogation des API, du coup, ils ont été développés en quoi? C'est quoi le langage pour aller voir les sources? Ils sont ultra simples, c'est du HTML avec du JavaScript. JavaScript, ok. Et la deuxième, c'est sur le point d'accès unique. Alors du coup, déjà actuellement, le point d'accès unique, il est disponible sur Internet et lié au IDTypeTer Grand Est, Bretagne. Alors, s'il y avait une demande demain, on ferait en sorte que oui. Aujourd'hui, l'agrégation, la fusion a été testée et validée. Par contre, il n'est pas considéré comme en production. On a des applications IDTypeTer considérées comme en production, comme un grand test, mais le point d'accès unique, il n'est pas considéré comme étant encore en production. S'il fallait le faire, alors demain, le délai est peut-être un peu court, mais on n'a pas grand-chose à faire pour que ça fonctionne. Ça, oui, il a été testé. Il a été testé pendant le développement du projet. Donc on a instancié plusieurs TypeTer, des faux TypeTer, hein, et puis on a testé leur agrégation. Ouais. Bon, je pense que c'est aussi encore une question de temps. Dans le Grand Est, par exemple, donc la nouvelle application a été testée. On a commencé à saisir les clés sur un certain nombre des TypeTer, mais on n'a pas fini, on n'a pas encore couvert les 6 TypeTer du Grand Est. Pour les rendre accessibles via l'application actuelle, quoi. Dans le cadre du projet, c'était juste pas possible. On a vraiment testé l'outil, et on a vu que ça fonctionne bien. Et donc maintenant, on a encore à finaliser cette saisie-là sur les autres TypeTer, autres que les 2 ou 3 départements qui ont été utilisés pour faire les tests de saisie, quoi. Du coup, forcément, la fusion avec d'autres régions, j'imagine que les autres ne sont pas beaucoup plus avancés que moi. Donc il faut encore attendre quelques mois avant qu'on puisse faire ça, quoi. Pour les critères qui sont engagés, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à saisir les clés? C'est bon. Pour moi, c'est déjà la version. Oui, je posais la question de savoir à partir de quand est-ce que pour les TypeTer engagés, on va pouvoir être en mesure de saisir dans cette nouvelle application donc les clés. Alors, aujourd'hui, il y a 2 régions en production. Il n'est pas vent de la neige sur la Sud, mais il y a Grand Est et il y a la Bretagne. Et donc, quelqu'un qui voudrait aujourd'hui, un maître d'ouvrage, qui voudrait commencer à saisir ces clés, alors s'il veut s'adresser à nous, s'il veut qu'on s'occupe de l'hébergement de son instance, il vient vers nous et on met en route un processus où on va lui demander un certain nombre de données à fournir, les unités cartographiques, les unités TypeTer, etc., etc. Et puis on lui fournit des URL pour qu'il puisse commencer la saisie. La balle est dans ton camp. Et c'est gratuit jusqu'au 31 décembre 2024. Je les ai fournis déjà.